Alors, bonjour messieurs, dames, et merci d'être venus jusqu'à Toulouse dans les conditions que nous connaissons pour ce colloque. Alors, je vais vous dire un bref mot d'introduction et quelques rappels. Et quelques consignes, et ensuite, sans m'éterniser, je donnerai directement la parole à Rodolfo Di Bernard pour la première intervention de cette matinée. Alors, effectivement, en tant que président du conseil scientifique de cette manifestation, je tiens d'abord à remercier le président de l'université Paul Sabatier qui nous a accueillis dans les conditions que vous savez par rapport aux problèmes que nous avons rencontrés sur le Mirail. Donc merci à M. Vinel de nous accueillir. Et aussi un merci tout particulier à Mme Menuso Samblanca qui a fait le lien administratif. Ainsi que je vous tiens à remercier Madame Jaillet, ancienne VP Recherche au Mirail, qui a soutenu cette manifestation et qui a permis son organisation. Enfin, ce soir, nous serons accueillis par le conseil départemental et donc je tiens à remercier son président, Georges Méric, qui a facilité cette organisation. Donc effectivement, je suis très heureux qu'il y ait pu y avoir cette collaboration entre l'EFTA, l'Association européenne de thérapie familiale, et plus particulièrement la Chambre des membres individuels, l'Université Jean Jaurès, et plus particulièrement l'UFR de psychologie, et l'Institut d'anthropologie clinique. Et c'est le regroupement de ces trois entités qui a permis la création de cet événement avec nombre d'intervenants, de profs de l'UNIF et d'intervenants de toute l'Europe qui viendront autour de ces 3 journées nous en rapporter leurs éclairages. Alors, dans les choses et l'ensemble aussi des partenaires qui ont apporté leur soutien à cette manifestation. Dans les petites choses que j'ai à vous redire, vous devez toujours circuler avec le badge, sinon vous ne rentrerez pas dans les salles. Voilà, les consignes de sécurité sont strictes. On m'a demandé de vous rappeler qu'il est interdit de boire et manger dans les salles, et que les orateurs qui ont le droit, les autres, vous faites ça en dehors des salles. On m'a dit boire et manger, pour le reste on n'a pas précisé, mais bon voilà. Ensuite, voilà, on va essayer de tenir les timings parce que comme on a refait le planning de ces journées, voilà, les horaires sont assez serrés. Donc je demande à tous les conférenciers et l'ensemble des gens qui vont assurer les présidences des conférences, voilà, de vraiment respecter le temps. De façon à ce vous ayez aussi le temps d'aller d'une salle à une autre en fonction du programme et qu'on respecte vraiment les ponctuations, dirait-on, en système. Alors, dans cette introduction aussi, j'ai le plaisir de lire un petit texte que m'a adressé Amélie Courtina, qui est notre directrice du FR au Mirail, qui ne peut être présente ce matin parce qu'elle est appelée à d'autres urgences par rapport aux problèmes de réorganisation qu'on connaît. Donc, elle m'a demandé de vous lire ces quelques lignes. Mes excuses pour mon absence, mais je suis retenu par de multiples urgences. Et voici quelques mots en tant que directrice de l'UFR de psychologie. Initialement organisé à l'UT2J, ce congrès international, pratique actuelle avec la famille, a été délocalisé dans les locaux de l'université Paul Sabatier. En tant que directrice de l'UFR de psychologie, je souhaite remercier chaleureusement les organisateurs de ce congrès qui, malgré la situation universitaire sur le campus, n'ont pas baissé les bras, ont fait preuve de ténacité et ont déployé tous les efforts nécessaires pour ne pas être contraints d'annuler cette manifestation scientifique. Mes remerciements vont également à nos collègues de l'université, Paul Sabatier, qui ont accepté d'accueillir sur ces 3 jours l'ensemble des séances plénières et ateliers dans des conditions optimales. Il s'agit d'un événement scientifique européen majeur qui réunit une 60aine de conférenciers et intervenants et qui va accueillir jusqu'à samedi plus de 650 participants.
Cet événement est majeur à plusieurs égards. La thématique abordée dans ce congrès, celle des pratiques avec les familles et de l'accompagnement et la prise en charge sociale, éducative ou thérapeutique des enfants ou des adultes, est une question sociétale qui soulève de multiples enjeux dans notre pays, mais également au-delà de nos frontières. En réunissant professionnels de terrain et enseignants-chercheurs, il permet à la fois de décloisonner le débat, recherche d'un côté et pratique de l'autre, mais également de l'enrichir en proposant un espace d'échange, de réflexion et de co-pensée qui articule modèles théoriques et pratiques de terrain. En ce sens, ce congrès constitue l'occasion de réinventer les pratiques de terrain en s'appuyant sur des expériences originales, voire singulières, d'innover et dans le même temps de développer et défendre de nouveaux paradigmes épistémologiques au sein de la recherche dans le champ de la psychologie des familles. La dimension internationale permet également de mettre en valeur des pratiques méconnues dans notre pays, en France, mais déployées en Europe ou ailleurs, et qui amènera chaque acteur de la recherche et ou de terrain à s'interroger sur ses propres pratiques et à apporter un regard réflexif sur celles-ci. Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir à Toulouse une manifestation d'une telle envergure dont les échanges promettent d'être riches et constructifs. Au nom de l'UFR de psychologie, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon congrès et encore bravo. Voilà pour le... J'ai reçu aussi ce matin un texto de Gérard Pirlot, qui est le directeur du laboratoire LCPI auquel j'appartiens et donc de l'unité de recherche à laquelle je concours, qui ne peut être présent ce matin pour des problèmes familiaux. Donc simplement en son nom, à nouveau le plaisir d'accueillir cette manifestation et aussi au sein de ce laboratoire la richesse des échanges entre différentes épistémologies cliniques. Et donc vous allez avoir ici des échanges, puisque nombre de mes collègues sont présents, et pas systémiciens, mais c'est justement toute la richesse. Et donc moi je tiens à titre personnel de les remercier d'avoir accepté de venir ici, se mettre aussi un peu à l'écart de leur équilibre épistémologique habituel, pour venir échanger, discuter, débattre avec nous de ces problématiques des familles. Voilà. J'en arrête là pour les remerciements et en tant que président de cette séance introductive, j'ai le plaisir de passer la parole à Rodolfo De Bernard, président de l'Association européenne de thérapie familiale, italien de Florence, psychiatre. Dommage. Rodolfo, on t'écoute avec plaisir. Et bonjour et bienvenue à ce congrès, que c'est très intéressant, me paraît, je ne sais pas encore, mais il me semble très intéressant. Et vous pouvez voir, j'ai un peu de lumière ici, peut-être on peut réduire comme ça un petit peu pour voir mieux, sinon on marche comme ça. Alors ça c'est mon institut à Florence, bien sûr, et ça c'est la fondation, et ça c'est autre chose. Ça, cette photographie, parce que je dois parler de l'histoire, sont les pionniers italiens. Je ne vais pas parler de ça parce qu'ils sont presque tout vivants, non, tout vivants, heureusement. Je parlerai de notre racine. Et je vais aller alors à voir une autre chose. Attendez. Sortir d'ici et prendre ça. Okay. Alors, ici, c'est en italien, mais je vais traduire. On a toutes les racines qu'on considère pour la thérapie familiale aujourd'hui. On est parti de l'États-Unis, comme vous savez bien, et il y avait... Oups, il ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? L'autre est paru. Ça ne marche pas. Peut-être que parce que c'est un autre programme, c'est Keyboard, qui c'est un programme pour Apple. Attendez un moment, parce que peut-être que je vais quand même...
l'image. Je suis désolé parce que c'est un programme pour Apple, peut-être qu'il ne marche pas sur l'ordinateur. L'autre marchait parce que c'est PowerPoint, ça c'est différent. Alors, on a différentes racines pour la thérapie familiale. Au début, à l'États-Unis, il y avait trois racines plus importantes qui sont la systémique stratégique, Palo Alto, on peut dire, la structurelle, Minucci, et la psychanalytique. Les trois racines américaines ils sont devenus importants en Europe d'une façon différente dans les différents pays. Par exemple, en Italie, c'était plus important au début le stratégique et puis le structurel, et moins le psychanalytique. En France, le contraire. Les auteurs qu'on peut considérer pour la racine stratégique sont Václavic, Haley, Jackson, et bien sûr Bateson, Wickland, Erickson comme matériel étudié pour Haley parce qu'il n'était pas dans le groupe de travail, et Zuski. Ces auteurs ont influencé, par exemple en Italie beaucoup et dans le nord de l'Europe, les thérapeutes familiales. En Italie, tous les groupes de Mara Selvini et Luigi Boscolo et Cecchin, et à travers Luigi Boscolo et Cecchin aussi, le nord d'Europe. Et le travail était basé sur l'idée que le changement va passer avec un changement de la communication qui est dérangée de quelque manière dans la famille. Et pour les changer, on utilisait une moyenne plutôt comportementiste, la prescription. Ce type de travail avec la prescription, c'était... qu'est-ce qui se passe ici? J'ai disparu quand même. Ok. Et ce type de travail, c'était tout à fait pratique. Et, par exemple, Gialli considérait qu'il était très important de comprendre les types de communication et de connaître les types de travail comportementiste à faire, mais il n'était pas important de travailler avec la personne de le thérapeute. Il pouvait être dangereux quand même. Au contraire, les psychanalytiques, bien sûr. Et ça, c'était dans l'ouest de l'Amérique, Palo Alto, Californie. Dans l'est, dans le même temps, il y avait un groupe de psychanalystes qui avait observé la difficulté à traiter ces patients quand on retournait à la maison. Au début de la cure de traitement, les patients étaient dans la clinique, étaient traités avec pharmacologie, mais aussi avec psychothérapie. Et puis, quand on retournait à la maison, quelque chose passait qu'il était dangereux pour lui, et lui allait retourner à la clinique. Alors, on essayait de traiter la famille, on pensait qu'il avait des problèmes dans la famille, et Bowen a prévu de mettre la famille dans la clinique pour pas longtemps, puis terminer l'expériment parce qu'il était très difficile. Mais quand même, les types de travail étaient très psychanalytiques. On pensait qu'il avait la possibilité d'utiliser les instruments de la psychanalyse individuelle. Ça veut dire, par exemple, qu'on avait interprétation de tous les travails, comme dans les travaux individuels, mais utilisant un peu les moyennes de la psychanalyse de groupe, qui était plus similaire à la psychanalyse familiale. Il pensait aussi à un inconscient familial, et la solution était l'insight. Et on devait arriver à l'insight pour comprendre ce qui s'est passé dans l'inconscient, qui expliquait ce qui s'est passé dans l'activité de la personne ou de la famille. Et comme vous voyez, il était tout à fait différent. L'histoire était très importante, et aussi
le traitement des thérapeutes qui devaient, comme dans la psychanalyse, faire son thérapie quand même, peut-être pas avec la famille, mais son thérapie quand même avant de traiter les familles des autres. Les troisièmes racines qu'on a considérées sont les racines, c'est la racine structurelle. Ça, c'est lié à Minuchin, qui était une neuropsychiatre qui travaillait avant en Argentine, et puis est venue à l'États-Unis pour étudier, puis est allée à Israël pour encore étudier et travailler, et est tournée aux États-Unis, et a travaillé beaucoup avec les populations plus âgées dans les slums de New York et de Philadelphie, avec populations qui étaient noires ou de langue espagnole du sud de l'Amérique. Et avec elle, il a décidé de travailler d'une façon structurelle parce qu'il a vu que les familles étaient beaucoup déstructurées. Il avait par exemple une famille avec une mère et beaucoup d'enfants de différents pères et sans un père qui faisait le rôle de père dans la famille comme ça. Alors au début, ce type d'intervention était plus pédagogique et puis est devenu plus factive, structurelle, mais la chose importante c'était l'importance donnée à l'expérience que la famille pouvait faire dans la séance. Alors ça signifie qu'on peut obtenir un changement dans la famille si on le tient dans la thérapie, dans la séance, et puis on le va répéter dehors avec des prescriptions. On ne peut pas faire les prescriptions comme dans la stratégie sans avoir aucune expérience dans la thérapie. Ça signifie que le thérapeute doit se mettre en jeu avec la famille et doit être préparé. Une autre fois, c'est différent de la systémique stratégique, la formation du thérapeute va prévoir un travail sur lui-même, sur sa famille. Ce n'est pas important ou pas nécessaire qu'il fasse une thérapie personnelle ou psychanalytique, mais il doit faire un travail sur sa famille. C'est passé avec les génogrammes, par exemple, de Bowen, ou autres moyens techniques qu'on a utilisés pour travailler sur la famille du thérapeute. La sculpture, par exemple, aussi. Ces trois types ont influencé d'une façon différente l'Europe. Par exemple, les structurels étaient très importants dans la 10e vague en Italie, parce que la première était stratégique, systémique stratégique avec Selvini et le groupe de Milan. La 10e était à Rome, avec Cancrini, Andolfi, Loredo. Ils ont passé un travail plus structurel parce qu'ils marchaient très bien avec les problèmes qu'on avait au temps avec la loi Basaglia qui allait fermer les hôpitaux psychiatriques. Et alors tous les patients retournaient à la famille, et la famille était avec beaucoup de problèmes, et les structurels marchaient très bien pour travailler avec ces problèmes. Après, quelques écoles italiennes ont aussi utilisé l'approche psychanalytique. Plus que ça, l'approche trigénérationnelle de Bowen, Bolzano-Meninagi et Fremo, qui sont les trois auteurs américains qui ont travaillé beaucoup sur le trigénérationnel. Je n'ai pas le temps d'expliquer le trigénérationnel, mais c'est intuitif, non? Le problème de la famille vient des 3 générations. On nécessite 3 générations pour créer un symptôme dans un patient ou dans la famille. Et on doit travailler sur le trigénérationnel pour résoudre les symptômes. Ça sont les 3 racines principales qui ont travaillé pour créer les différents modèles de thérapie familiale. Et comme je dis, en France, l'influence psychanalytique était très forte, alors l'approche psychanalytique c'était plus fort que les structurels et les stratégiques. Dans les pays du Nord, surtout les stratégiques, en Angleterre par exemple, et puis les structurels dans un 10e moment en Angleterre, mais non dans les pays
du nord de la Scandinavie, par exemple, ou de l'Est. Et pour l'Est, on doit dire que tout s'est marché plus tard, parce qu'au début, il était très difficile d'introduire d'une façon importante, au moins, un travail de formation psychanalytique ou bien systémique. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'Est? C'est qu'il y a eu une influence différente qui est venue pour George Vassiliou et Václav Vassiliou, qui est un couple qui marchait dans les États-Unis à apprendre la thérapie familiale avant, et puis est retourné à l'Europe, à la Grèce. Et de la Grèce aussi a influencé quelques pays de l'Est, la Roumanie, surtout la Bulgarie, comme ça, et la Yougoslavie de tout temps. Et avec eux, ils sont passés des idées systémiques quand même dans l'Est, quand il était difficile à utiliser ça. Qu'est-ce qui s'est changé après? Alors, les trois modèles principaux et l'été générationnel qu'on peut adjoindre, et aussi les psychanalystes de groupe pour les psychanalystes qu'on peut adjoindre, ils ont eu un modèle très social au début. Il avait ces tendances à socialiser tout, à avoir de façon aussi politique. Parce que, par exemple, Minuchin travaillait avec ces populations d'usagers, alors il était normal d'avoir une pensée sociale. Et puis, il était devenu plus technique, d'une façon qu'on peut voir différente dans les trois modèles principaux. Par exemple, dans les modèles systémiques, on est passé à un modèle plus technicien, on peut dire paradoxal. La prescription est devenue paradoxale avec Mara Selvini, au rituel. C'est une façon tout à fait différente. Il avait l'idée de changer avec une prescription, mais la prescription était plus compliquée, plus intellectuelle, on peut dire. Non? Il y avait derrière une pensée plus philosophique et stratégique, mais d'une façon plus compliquée. Et puis, le même modèle s'est transformé en la théorie de jeu. Et puis, est devenu plus proche à l'attachement. Alors, vous voyez, le changement dans les temps, c'est très vite différent. D'une autre façon, par exemple, le même modèle en Belgique, avec Moni El Kaïm, est devenu plus attent à la résonance sur le thérapeute de la famille. La résonance que la famille provoquait dans le thérapeute à propos de son famille. Et on peut voir alors d'une façon différente avec la détection cybernétique, qui est l'observateur et part de la chambre d'observation, et on doit travailler avec ça. Avec les modèles de Boscolo et Cecchini, qui étaient plus stratégiques au début, quand ils se sont séparés de Mara Selvini, il est devenu plus cognitif, constructiviste. Ça veut dire qu'il y avait une conversation selon Maturana, qu'on faisait avec la famille, qu'on ne croyait pas plus de pouvoir obtenir la vérité, on devait travailler sans connaître la vérité, et le changement venait d'une co-construction avec la famille. Et il restait presque par là. Avec le structurel, on a empêché à travailler avec des autres moyens qui sont très intéressants. Ça veut dire l'image et les corps. Et ça était déjà présent dans la tradition du thérapeute familial américain. Par exemple, on observait beaucoup le non-verbal de la famille, du patient, pour comprendre si on était dans la route correcte, non? Dans l'hypothèse correcte. Mais ça, c'était le non-verbal passif. Après, on a construit le non-verbal actif, avec des moyens qui aucun existait déjà. Par exemple, le génogramme de Bowen était déjà une image active qui fait voir la famille, non? Comme un schème. Les autres moyens sont créés après, la sculpture par exemple,
mais aussi les autres, les collages, les diagrammes photographiques, comme ça. Il y a en ce moment 50 moyens techniques différents des non-verbal actifs qui sont très, très utilisés dans tout le monde. Et le troisième, fantastique, 5 minutes. Et le troisième, le psychanalytique, est aussi changé parce qu'avant, il avait l'idée d'arriver à l'insight avec une interprétation qui était je ne sais pas le mot français, disvelante, révélatrice, on peut dire, mais parce qu'elle a cherché, comme d'une façon archéologique, dans l'inconscient, la signification du comportement de la famille, de la communication de la famille. Et après, il est devenu disjonctif, avec le pensée kleinienne, que s'il y a une identification projective, on doit reprendre sa projection pour travailler. Par exemple, dans les couples, c'est typique, non? Que chacun va projeter sur l'autre les parties mauvaises de soi-même et ne va pas travailler avec ça. On doit faire une interprétation disjonctive qui fait reprendre sa propre problème qui est projeté et travailler sur elle. Ça sont les développements plus récents aussi de la psychanalyse. L'autre, c'est le travail avec le terme psychanalytique, c'est transfert et contre-transfert. Les contre-transférences qui est utilisé pour comprendre où on va entrer. Parce que le problème avec le travail avec la famille, c'est toujours le même. On ne peut pas connaître toute l'histoire, tous les problèmes. On peut comprendre quelque chose et on va entrer pour ça. Les stratégiques, les structurels, les psychanalytiques font la même chose d'une façon différente. Entrer par un trou dans la famille et puis travailler avec. Et les façons peuvent être différentes, mais l'idée c'est la même. Et bien sûr, on n'a pas les résultats de tout ça. On ne connaît pas qu'est-ce que c'est le meilleur travail. Je pense que c'est la même chose presque. Parce qu'on a un tiers qui travaille avec la façon psychanalytique, un tiers qui va travailler avec le systémique, et un tiers avec les structurels, mais aussi il y a des combinaisons entre les trois. Non? Et difficile à dire qu'est-ce héritage est arrivé à nous. Une autre chose qui va être dans les futurs peut-être, c'est l'intégration de tout ça avec l'atelier de l'attachement. Ça c'est très intéressant, mais c'est au début. Et ça signifie, je vais donner un exemple pour comprendre, mais c'est très difficile à expliquer dans le temps que j'ai. Par exemple, si vous avez des familles anorexiques, avec la nosographie diagnostique, avec la diagnostic relationnelle, qui par exemple la fille est en train de faire un travail pour le couple qui ne marche pas, comme ça, non? Les mêmes types de familles, avec une famille, ça va marcher très bien avec la provocation, avec l'autre non. Pourquoi? Pourquoi? La famille qui va marcher avec la provocation, c'est une famille évitante. Et l'autre, c'est une famille anxieuse ambivalente, dans l'atelier de l'attachement. Et avec les anxieux ambivalents, on ne peut pas faire la provocation. C'est très dangereux. Avec l'évitant, c'est très bien. Avec la famille évitant, qui est très liée à la raison et pas à l'émotion, on doit provoquer pour avoir l'émotion. Avec la famille ambivalente, anxieuse, qui est plus liée à l'émotion et pas à la raison, on doit construire, bâtir un contenant pour retenir ces émotions et travailler pour construire un système plus rationnel. Alors, l'atelier d'attachement va nous aider pour reconnaître le type A et le type E, évitant le type A, ambivalent, anxieuse, et faire une approche différente.
je pense que j'ai terminé mon temps et je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'effort de présenter en français. Je passe maintenant la parole à Serge. Ok, donc on a un peu de retard. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire de fioriture sur mon intervention. Je vais la faire direct, cash comme ça. Je vais la lire, donc ça va être un peu plus pénible pour vous. Mais au moins, on n'oubliera rien et puis on respectera le temps. Vous n'aurez que 10 minutes de retard. Si l'ordinateur veut bien être un tout petit peu... Ça va démarrer. Donc j'espère que le PowerPoint cette fois-ci va bien vouloir s'afficher. Alors c'est un Word et moi, vas-y parce que Windows 7 et moi on n'est pas potes. Le mot de passe, Tant pis, maintenant tout le monde le connaît. Ça doit être la musique du régisseur. Il y a des goûts quand même. Hein. Ok. Ok. Heureusement, j'ai un assistant personnel. Ah, ça marche. Tant pis, je dévoile le Tizer. Ok, donc en guise d'introduction, je voudrais préciser que les différents éléments que je vais développer ce matin portent sur les pratiques avec les familles dans les institutions en France, dans différents secteurs qui correspondent aux thématiques abordées durant le congrès. J'écarterai délibérément les pratiques des thérapeutes de famille, déjà abordées par Rodolfo de Bernard à l'instant. Et mon propos consistera à faire le point sur la façon dont s'envisage aujourd'hui le travail avec les familles à partir des différents travaux, d'études et d'évaluations les plus récents sur la question du travail avec les familles. Juste avant, je voudrais partager un petit souvenir qui date d'il y a 30 ans, juste pour qu'on mesure l'évolution du travail, enfin de la pensée du travail avec les familles. Voilà, donc ça date des années 80, début des années 80. Donc à cette époque, je portais un réel enthousiasme, j'étais jeune, pour le travail avec les familles. Et l'institution où je travaillais était un établissement qui accueillait des enfants présentant des troubles dits du caractère et du comportement et des troubles de la personnalité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que mon enthousiasme pour le travail avec les familles n'était pas partagé dans l'institution. Aucun enthousiasme chez les cliniciens, plutôt hostile à toute forme de pensée autre que psychanalytique. Et le travail avec les familles relevait de l'assistante sociale, ponctuellement des psychiatres. La doctrine, c'était « il convient de séparer les parents de l'espace de l'enfant et donc des éducateurs qui s'en occupent ». Le travail ne concernait pas la famille en tant que groupe familial et n'était abordé encore moins dans sa dimension systémique. Il s'agissait plutôt d'un travail parental qui visait à faire accepter les soins, faciliter leur organisation, procurer un accompagnement social, écouter les parents dans leur souffrance. Les idées systémiques et la thérapie familiale étaient considérées comme dangereuses et assimilées au comportementalisme. La thérapie familiale psychanalytique jouissait d'une meilleure considération, mais au bout du compte, je n'ai pas souvenir d'enfants soignés dans cet établissement qui aient pu bénéficier à cette époque d'une thérapie familiale psychanalytique
et encore moins systémique. Le psychiatre d'une des unités où je travaillais avait pour coutume d'affirmer, dans les synthèses, quand j'essayais de dire peut-être pour cet enfant ça pourrait être intéressant, ici, il n'est pas question de faire du travail de groupe. On en faisait toute la journée avec les groupes d'enfants. Hein. D'après moi, la situation à cette époque... D'après moi, la situation à cette époque se caractérisait ainsi: méconnaissance des thérapies familiales, poids des dogmes, querelle d'école, auxquelles on va ajouter les notions de séparation-individuation, parents toxiques, séparation à but thérapeutique. Tout ça contribuait à mettre les parents à bonne distance. C'était il y a plus de 30 ans. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? On pourrait croire, à vous voir si nombreux, que les représentations sur les familles et l'intérêt du travail que l'on peut faire avec elles a bien changé. On peut le croire en effet, et les temps ont bien changé. Toutefois, il convient de mettre immédiatement quelques bémols à cette croyance. En effet, je constate que malgré cette demande nouvelle de travail avec les familles, les représentations à l'œuvre il y a une trentaine d'années sont toujours présentes dans l'imaginaire des professionnels que je rencontre. Alors certes, pas au premier abord, disons au deuxième abord. Ainsi, il y aurait des familles avec qui on ne pourrait pas travailler, voire avec qui il serait préjudiciable de travailler. Des familles dangereuses du fait de la psychopathologie de leurs membres et ou de la pathologie de leurs liens. Certes, l'idée parent égale problème n'est plus la seule idée présente chez les professionnels, puisque l'idée famille égale ressources fait désormais partie des discours. Mais les limites que certains parents font vivre aux professionnels deviennent parfois des justifications pour ne pas changer les pratiques. Les situations les plus délétères sur le plan des relations intrafamiliales servent alors de référence pour légitimer le fait de ne pas travailler avec les familles. Or, c'est pas parce qu'il y a des situations désespérantes que nous devons renoncer à mettre en place des dispositifs susceptibles de bénéficier au plus grand nombre. Au fil des années, travailler avec les familles est devenu un impératif légal, une recommandation de bonne pratique, enfin une valeur qui commence à organiser les dispositifs. Mais ce qui n'est pas toujours perçu par les institutions, c'est que travailler avec les familles n'est pas simplement une pratique qui vient se superposer aux autres pratiques. C'est un paradigme en soi qui vient interroger, réinterroger et réorganiser nos dispositifs et nos postures professionnelles. Donc ça, c'est le moment où je commence à avoir la bouche sèche après quelques feuilles. Je veux bien le verre là. Que savons-nous sur le travail avec les familles et l'entourage ? Regardons à présent ce que la littérature décrit du travail avec les familles dans différents domaines concernés. Je m'appuierai sur la revue bibliographique réalisée spécialement pour ce congrès par Émilie Beck de l'ORS Créaille Occitanie, que je remercie d'avoir réalisé ce superbe travail dans un délai super serré. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous prenez votre badge, vous le tournez et il y a un petit lien comme ça. Et sur ce lien numérique, vous avez la pochette numérique. Et dans cette pochette, vous avez cette magnifique revue de la littérature sur le travail avec les familles que vous pouvez télécharger. C'est cadeau. Comme je disais précédemment, le champ du travail avec les familles est organisé en deux grandes formes de donation de sang. Celle valorisée et valorisante de la famille ressource, avec qui il est nécessaire d'entretenir des relations de coopération basées sur la confiance, et celle plus incriminante de la famille défaillante pour laquelle la vigilance et la méfiance imprègnent les relations avec les professionnels. Ces deux formes sémiotiques découlent de deux logiques, ces deux formes sémiotiques découlent deux logiques qui peuvent engendrer ambivalence, contradiction et paradoxe. Ainsi, selon les moments, les services, les professionnels, le parent peut être aux prises avec des discours moralisateurs ou émancipateurs. Tantôt valorisé pour le rôle majeur qu'il joue auprès des leurs, tantôt suspect de ne pas être en capacité de pouvoir répondre aux besoins de leurs proches, enfants ou adultes dépendants.
Alors, quand on regarde dans les différents textes des productions institutionnelles, les rapports d'activité, les projets de service, les recommandations, etc., de bonnes pratiques, les termes les plus fréquemment utilisés pour désigner ce rapport entre parents et institutions sont coopération, collaboration, coéducation. Dans la littérature actuelle, ce sont les mots qui sortent le plus. Pour autant, dans la réalité, les rapports famille-institution ne correspondent pas toujours à ce sympathique cahier des charges. En fait, on observe différents types de rapports entre professionnels et parents. Il y a une étude qui a été publiée en 2015, « Être parent face aux institutions, normes de parentalité et injonctions paradoxales de l'action publique ». Ça a été publié par le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Ils identifient 7 formes d'interaction entre famille et institution. En premier lieu, la coopération, on commence par les bonnes nouvelles. La coopération harmonieuse, un cas de figure où les parents adhèrent pleinement au modèle de coéducation des nouveaux référentiels d'action publique, ils se sentent dans une relation de confiance équilibrée avec les professionnels, où chacun joue sa partition. Ils acceptent d'assumer leur rôle de parents réflexifs et de coopérer avec les professionnels dans ce but. On peut parler ici de réflexivité positive. La seconde interaction identifiée dans l'étude est l'étayage. Ici, la famille traverse une situation de fragilité du fait de difficultés sociales ou de désarroi psychologique, comme par exemple au moment de la naissance d'un enfant. Il y a d'autres cas, bien entendu. Les professionnels vont au-delà de la mission première d'intervention et apportent un soutien que les parents acceptent sans réserve. Troisième interaction, le recours différencié et contrôlé. Certaines familles disposent d'un modèle parental assuré, acquis par transmission familiale ou culturelle. Cette base leur permet alors de faire le tri dans les conseils et les prescriptions des professionnels. Dans ce cas, les interactions ne sont pas conflictuelles, mais contrôlées par la famille qui recourt aux institutions de façon limitée et distanciée, sans jamais s'en remettre complètement à elle. Quatrième forme d'interaction, là ça devient plus hard quand même, la dénonciation d'inhumanité. De nombreuses familles dénoncent l'inhumanité du traitement qui leur a été réservé, en particulier, mais pas seulement, dans les organisations dites bureaucratiques, comme des administrations, l'hôpital, la PMI, etc., etc. Mais il faut penser que ça peut se produire aussi dans une petite association. Ça peut aussi se présenter. Cinquième forme d'interaction, la dénonciation d'intrusion-culpabilisation. Cette fois, ce qui est dénoncé, c'est le caractère intrusif, voire culpabilisant de l'attitude des professionnels à l'égard des familles. Ici, du fait de multiples facteurs économiques, sociaux, culturels, psychologiques, les parents sont peu sûrs d'eux-mêmes et se montrent en difficulté à mettre en œuvre la réflexivité que les professionnels attendent. On parlera ici de réflexivité négative. La sixième forme est le conflit ouvert. Les pratiques institutionnelles sont rejetées par la famille, qui invoque des valeurs différentes et dénonce la norme de réflexivité, voulant préserver ainsi l'institution familiale et une certaine vision naturelle des relations et des pratiques au sein de la famille. Enfin, il faut considérer le non-recours aux services et institutions comme une possibilité de rapport entre professionnels et familles. Il peut s'agir d'un manque de connaissance des dispositifs, de recours non reçus du fait de dysfonctionnements institutionnels, d'un désintérêt par rapport aux problèmes, mais aussi un sentiment de honte ou une crainte de stigmatisation. À quoi il faut ajouter certaines formes d'interaction qui ont pour point commun l'absence d'éthique relationnelle dans la rencontre avec la famille. Ces formes d'interaction étudiées dans le cadre de la parentalité sont inspirantes pour analyser d'autres contextes de relations entre professionnels et familles, et a priori, il ne semble pas incongru de rencontrer ces 7 types de rapports pour l'ensemble des relations qu'il y a entre les familles et les professionnels. Alors on va reprendre à présent quelques éléments significatifs qui concernent des secteurs plus ciblés. Et donc c'est un peu les thématiques du congrès. Dans le champ de la santé, plusieurs études sur les professionnels qui interviennent au domicile indiquent que les soignants considèrent l'entourage comme un partenaire dont le rôle est bénéfique, dans la mesure où il peut prendre une part active dans la prise en charge. Les proches sont une source d'information, ils jouent un rôle dans la prévention des crises et des rechutes, et favorisent l'observance du traitement. Mais globalement, les soignants considèrent aussi que les proches sont insuffisamment sollicités. À l'hôpital, l'accueil des familles fait l'objet de grandes disparités, d'un établissement à l'autre,
d'un service à l'autre dans un même établissement et d'un professionnel à l'autre dans un même service. Cette hétérogénéité des pratiques relève plus, la plupart du temps, de la sensibilité individuelle de chaque soignant que d'une posture professionnelle qui aurait été travaillée en équipe. Différentes enquêtes montrent que malgré l'ouverture des services hospitaliers aux familles et aux proches de personnes hospitalisées, la famille peut encore être vécue comme une entrave à la relation soignant-soigné. Surcharge d'activité, organisation du travail, augmentation des contraintes des mesures d'hygiène, confrontation à des comportements culturels, tous ces facteurs peuvent expliquer les réticences et les difficultés à accueillir les familles. Bien que l'objectif d'amélioration de la santé du patient soit commun aux soignants et à la famille, les logiques pour y parvenir peuvent sensiblement diverger. Ainsi, les soignants ont parfois l'impression de devoir lutter pour convaincre les familles de pratiquer les soins. Et les proches du patient hospitalisé ne sont pas toujours perçus comme des partenaires, mais comme des concurrents gênants. Dans le secteur de la santé mentale, les relations avec les familles évoluent vers plus de facilité. Ces dernières années, des réflexions sur la place des familles ont conduit à des évolutions significatives. C'est le cas par exemple pour les psychoses schizophréniques, où la conférence de consensus sur les stratégies thérapeutiques à long terme considère les approches familiales parmi les stratégies thérapeutiques recommandées. Information aux familles et thérapie familiale s'envisagent dans une perspective de partenariat soignant-entourage. Dans ce cadre, on note une évolution que la thérapie familiale tend de plus en plus à s'inscrire comme stratégie d'éducation thérapeutique. Ce qui, on le verra sur les autres sous-plénières, n'est pas toujours, c'est pas la seule possibilité d'utilisation de thérapie familiale en psychiatrie. Dans le secteur social, médico-social, les évolutions législatives de 2002 et 2005 rendent incontournable et nécessaire la place des familles dans l'accompagnement de la personne, enfant ou adulte. Mais la confrontation au terrain montre que si les évolutions législatives s'inscrivent de plus en plus dans les pratiques, un retard important a été pris qui n'a pas toujours permis de réaliser les changements institutionnels nécessaires au travail avec les familles. Et oui, le travail avec les familles nécessite de modifier aussi l'organisation du dispositif. Il reste encore pas mal de route à faire pour que l'esprit de coopération des textes se traduise sur le terrain et devienne un véritable changement de posture dans la construction commune de projets individuels et collectifs. Certes, les difficultés sont grandes, tant du côté des institutions qui ne sont pas organisées pour développer un travail en direction des parents et des familles, que des professionnels qui, dans leur grande majorité, n'ont pas une culture de travail avec les familles, que du côté des familles pour qui le capital culturel et les habitus sociaux et familiaux peuvent limiter les relations avec l'institution. Sauf si l'institution consent à faire l'effort de repenser ses modalités d'accueil et de rencontre des familles. Il y a quand même en France des exemples de plus en plus nombreux qui montrent qu'on peut effectivement changer nos pratiques institutionnelles dans la rencontre avec les familles. Dans le champ de la protection de l'enfant, la façon de se représenter la place des parents a considérablement évolué ces dernières années. Une étude menée en 2015 en Aquitaine pour l'ONPE, avec pour thème de travail éducatif développé auprès des usagers de la protection de l'enfance, montre que, pour une majorité de professionnels, il est désormais impossible d'engager le suivi d'une situation et d'agir au mieux pour l'enfant sans entrer dans une démarche de rapprochement avec les parents. Deux logiques soutiennent cette conception. La première, psycho-affective, où le maintien des relations est considéré comme favorable au développement de l'enfant, en dehors bien sûr des situations où il ne serait pas possible de travailler avec la famille. L'autre est d'ordre juridique, qui considère qu'en tant que détenteur de l'autorité parentale, rien ne justifie que les parents soient dépossédés des attributs de cette autorité. Pour les auteurs de l'étude, je cite, « On assiste ainsi à la production d'une analyse où les parents sont réhabilités en tant que personnalité centrale de l'évolution possible de la situation de l'enfant. Travailler avec les parents est présenté comme une dimension de bonne pratique professionnelle aujourd'hui en protection de l'enfant. Pour autant, le contexte d'aide-contrainte qui structure les relations dans ce champ, les manifestations psychopathologiques de parents et la violence de certains conflits familiaux, de plus en plus fréquents, impliquent un savoir-faire et des postures professionnelles spécifiques, peu enseignées durant les formations initiales. Et si les représentations des professionnels à l'égard des familles ont évolué favorablement, les familles ne sont pas encore considérées comme des partenaires pour protéger l'enfant. Dans le secteur des personnes âgées, je parle sous contrôle,
Les prises en charge sont organisées sur le modèle hospitalier, conduisant ainsi les établissements à être plus des lieux de soins que des lieux de vie. Ainsi, lorsqu'un proche est institutionnalisé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de nombreuses difficultés naissent entre résidents, familles et soignants. Dans un article récent, Philippe Thomas et ses collaborateurs remarquent que de nombreux problèmes tiennent au développement de logiques différentes, parfois concurrentielles, entre système familial et institutions gériatriques, deux groupes humains déséquilibrés dans leur rapport de force. La nécessité d'un travail sur le sens des soins et de ce qui se vit à l'intérieur du système EHPAD, résidents, famille, est indispensable pour éviter les dérives, les incompréhensions, les conflits et finalement la maltraitance. Mais préconiser le travail avec la famille peut-il suffire ? 2 minutes. Non. Au fond, l'idée générale qui se dégage de l'examen des études des recommandations de bonne pratique, quel que soit le secteur ou les professionnels, c'est que le travail avec les familles est reconnu comme ayant un impact positif, mais aussi un processus complexe à mettre en œuvre. La littérature internationale a identifié différents axes ayant fait leur preuve de leur efficacité dans la mise en œuvre du travail avec les familles. Alors on a informé et communiqué, avec la famille bien sûr, les informations, soutenir la famille, impliquer et favoriser la collaboration. Mais ce qui paraît être une évidence dans le discours ne va pas de soi dans les pratiques concrètes, surdéterminées par un habitus d'expertise en surplomb qui implique une asymétrie dans la relation. Souvent, je rencontre des professionnels motivés et pleins de bonne volonté pour travailler avec les familles, mais démunis devant la difficulté à les impliquer et à mettre en place une coopération. Quel est le problème ? Le problème que ces professionnels rencontrent se pose dès le départ, dans l'analyse même de la situation, qui bien souvent se limite au constat « les parents ne s'impliquent pas ». En général, la recherche des causes de ce manque d'implication, de cette difficulté à collaborer, s'oriente du côté des parents, invoquant leurs mécanismes de défense, les bénéfices secondaires à ne pas changer, le manque d'intérêt et de compréhension de l'offre qui est faite, la crainte du jugement, la honte d'avoir besoin d'aide, etc., etc. Et comme personne n'a les moyens de faire changer l'autre, c'est l'impasse. Ce point est révélateur de l'insuffisance de la diffusion de l'approche systémique en France. Tous ces constats et hypothèses très judicieux, au demeurant, deviennent de véritables empêchements s'ils ne s'inscrivent pas dans une perspective systémique dynamique où l'acteur participe au phénomène qu'il observe et analyse. Et là, miracle. La question des parents se transforme et devient « En quoi créons-nous, maintenons-nous ou renforçons-nous ces constats de difficulté de travail avec la famille qui nous embarrassent ?» Que devrions-nous changer dans notre dispositif, notre posture, notre façon de communiquer, notre façon d'être en relation avec la famille pour transformer ce constat insatisfaisant ? Normalement, à ce stade, il y a un petit renversement méthodologique. Si on allait partager avec la famille ces interrogations-là, si on allait partager notre problème pour qu'elle nous aide à trouver ce que nous devrions changer pour favoriser cette fameuse implication et coopération recommandée dans les guides de bonne pratique. Le paradigme systémique nous permet de penser le changement dans sa complexité dynamique en refusant de réduire un phénomène à une seule de ses dimensions et en remplaçant le professionnel comme premier lieu de changement. De notre point de vue, le paradigme systémique n'a pas vocation à supplanter les autres. Je crois que la diversité des points de vue présentés pendant ces 3 jours en sont la preuve. Mais au contraire, la perspective systémique doit se joindre et se combiner aux différents autres modèles et théories pour développer l'inventivité et l'efficacité. Certes, la réalité des pratiques institutionnelles avec les familles a évolué en France. C'est un fait indéniable. Mais trop souvent encore, plus dans les idées, les intentions, que dans les pratiques effectives du plus grand nombre. Décideurs, managers, professionnels, encore un effort. Les thérapies familiales ont acquis au fil des années des lieux et des cultures différentes où elles se sont développées une expertise aussi bien conceptuelle que concrète dans les pratiques avec les familles. La thérapie familiale n'existe que dans la diversité de ses modèles, que Rodolfo rappelait tout à l'heure. Ils partagent un socle épistémologique commun, mais leur existence est dans une grande diversité. Selon l'humus où elles se sont développées, elles en ont conçu une sensibilité plus prononcée pour certaines dimensions humaines, comme la communication et ses paradoxes, le comportement, les émotions, l'expérience symbolique, l'éthique relationnelle, les schèmes cognitifs, les différentes formes de liens,
la narrativité, et j'en oublie certainement. Ce serait bien le diable si, dans la richesse de cette diversité, vous ne trouviez pas une ou plusieurs façons de voir le travail avec les familles qui soient proches et compatibles de celles que vous avez déjà adoptées. Nul doute que ces façons de voir et de faire contribueront à stimuler vos pratiques avec les familles. Alors, soyons curieux, épistémophiles, et profitons de ces journées pour faire quelques belles trouvailles, des trouvailles qui stimulent le désir de travailler et qui éclairent l'horizon. Merci beaucoup. Voilà. Merci Serge pour cet avant-goût. Sur le merveilleux programme qui vous a été distribué, on m'a dit que ça ressemblait à l'IB, mais bon, le texte est là, voilà. Vous voyez qu'il est maintenant chacun temps de vous diriger vers les lieux où se poursuivront les débats. Donc chacun avec le petit badge bien accroché. 2 informations avant que tout le monde s'égaye. La majorité des interventions feront l'objet d'un ouvrage qui sera publié à la Chronique sociale, si les orateurs veulent bien me faire parvenir les textes. Donc pensez qu'il n'y a pas de souscription à l'ouvrage, mais ça sera affiché en ligne, etc. Donc vous pourrez retrouver la teneur du congrès, l'essentiel. La seconde information, on se retrouve tous ce soir, là, parce que là vous allez vous égayer dans tous les lieux, au conseil départemental pour un pot pour clôturer cette journée. Voilà, bon congrès à tous et au plaisir de nos rencontres.